Nous avons pris beaucoup de retard, donc on va passer rapidement à la dernière intervention de la journée qui sera donnée par Sébastien Richard. J'espère que la lumière va avoir peut-être un peu plus de lumière, en tout cas sinon ce sera pratique pour le PowerPoint. Donc Sébastien Richard, je remercie donc beaucoup Sébastien Richard qui a accepté de déplacer l'horaire de sa présentation à cause de l'impossibilité d'un autre intervenant. Voilà. Et donc Sébastien a accepté de parler en dernier. Sébastien est docteur de l'Université libre de Bruxelles, où il est actuellement chargé de cours en philosophie des sciences. Ah non, c'est pas où il est actuellement, pardon. Tu es actuellement chargé de cours à l'Université de Liège et non pas de Bruxelles, pardon. Et donc Sébastien Richard est spécialiste à la jonction de deux domaines. D'une part, l'ontologie et la métaphysique contemporaine, et d'autre part, il a une grande compétence en histoire de la tradition austro-polono-allemande, et il a écrit plusieurs ouvrages, notamment un qui s'appelle De la forme à l'être, sur l'ontologie de Husserl. Aujourd'hui, Sébastien va nous parler d'un autre aspect que l'on peut trouver dans l'ontologie husserlienne, à savoir les modes d'être et leur rapport avec la méréologie. Merci Jean-Baptiste. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Tircelin et Jean-Baptiste Guillon de m'avoir invité à faire cette conférence. C'est un grand honneur. Je suis désolé d'être le dernier, je sens que vous êtes tous fatigués, moi le premier. Si jamais je délire, j'ai des apparitions où je dis des insanités sur des dirigeants nord-américains à la chevelure douteuse, arrêtez-moi, s'il faut passer à autre chose. Mais je vais essayer de garder mes esprits pour les dernières 40 minutes. Alors, cette année, au séminaire sur la composition, j'avais présenté un papier qui portait sur la méréotopologie, et je ne vais pas parler de ça ici, je vais parler d'une idée que j'ai eue la veille de la présentation de ce papier, et qui est une sorte d'épiphanie d'un problème qui me taraudait depuis longtemps concernant le statut de la méréologie. Alors, la théorie classique des tout et des parties a été formalisée de manière axiomatico-déductive dans les années 1910 par Stanisław Leśniewski et Alfred North Whitehead, comme vous le savez. Mais dès 1900, Husserl avait précisé le statut de cette théorie des tout et des parties, la méréologie, dans ses recherches logiques. Alors, pour le fondateur du mouvement phénoménologique, la méréologie est une ontologie formelle. C'est-à-dire une théorie ontologique qui se présente de manière axiomatico-déductive et qui est censée avoir une validité transversale par rapport à ce que Husserl appelle les ontologies matérielles. C'est la première compréhension de l'ontologie formelle. Alors, cette compréhension de la méréologie comme ontologie formelle et donc comme transversale par rapport à des ontologies matérielles s'est perpétuée dans la reprise du projet d'ontologie formelle et de méréologie dans la philosophie analytique contemporaine, notamment dans l'école de Manchester, chez donc, Peter Simons, Kevin Mulligan et Barry Smith, mais aussi chez Lowe ou chez Vardy à une certaine époque. Alors, quel est le problème de cette thèse, de l'orthogonalité de l'ontologie formelle et donc de la méréologie par rapport aux ontologies matérielles? Si on admet cette forme d'universalité de l'ontologie formelle, il ne peut y avoir qu'une seule méréologie, qu'un seul ensemble de principes méréologiques. Le problème est que depuis une quarantaine d'années, un certain nombre de chercheurs ont mis en évidence, ont critiqué certains de ces principes généralement reconnus comme devant appartenir à toute méréologie en tant qu'ontologie formelle. Donc on n'est pas d'accord sur les principes minimums qui devraient revenir à la notion de partie à tout. Alors, c'est un problème qui m'a longtemps occupé et je vais vous proposer ici une solution. Selon moi, alors pourquoi c'est un problème d'abord? S'il y a plusieurs sortes, ensemble de principes méréologiques, à ce moment-là, forcément, l'ontologie formelle et la méréologie ne peut pas valoir pour toutes les catégories. Et on a l'impression qu'il devrait y avoir j'ai envie de dire, autant de méréologie qu'il y a de catégories matérielles. Alors, je pense que
on ne doit pas abandonner la thèse de l'universalité très particulière de la méréologie si on accepte deux thèses. Premièrement, l'idée qu'en plus de l'ontologie formelle, à laquelle est censée appartenir la méréologie, et en plus des ontologies matérielles ou régionales, il y aurait une troisième forme d'ontologie, l'ontologie existentielle. C'est la première thèse. Et la deuxième, qui va avec, c'est l'idée qu'il y a plusieurs modes d'être, plusieurs manières d'exister. C'est la thèse du pluralisme ontologique. La thèse que je voudrais défendre ici est que si vous acceptez ces deux thèses, on peut soutenir que les différentes méréologies qui ont été mises en évidence, et donc les différentes manières de comprendre la relation de partie à tout, ne dépendent pas de différentes qualifications matérielles, de différentes ontologies matérielles, mais de différents modes d'être. Et si vous acceptez ça, vous pouvez conserver la transversalité de l'ontologie formelle et donc de la méréologie par rapport aux différentes ontologies matérielles. Donc l'idée est que, suivant la manière d'exister de l'objet, vous pourrez avoir des méréologies différentes. Alors, comment je vais soutenir cette thèse? Je vais faire ça en 3 temps. Je vais d'abord expliquer ce qu'est l'ontologie existentielle et sa différence par rapport à l'ontologie formelle et matérielle, notamment chez... Excusez-moi, je suis fatigué, je me perds dans les informations. Ces 3 types d'ontologie. Puis vous expliquer comment on peut analyser les modes d'être de manière pertinente et comment, à partir de cette analyse des modes d'être, voir comment certaines méréologies diffèrent suivant la catégorie, le mode d'être que vous envisagez. Alors, commençons par pourquoi ces 3 types d'ontologie. En fait, ces 3 types d'ontologie viennent de Ingarden, un élève de Husserl. Selon Ingarden, l'ontologie, de manière générale, c'est l'étude ou l'analyse a priori de la teneur des idées. On peut, selon lui, analyser les idées sans se préoccuper de savoir s'il y a effectivement des choses qui répondent à ces idées. Donc, par exemple, je peux étudier l'idée d'homme sans savoir s'il y a des hommes, je peux étudier l'idée du phénix sans me préoccuper de savoir s'il y a un phénix. C'est une thèse qu'on trouvait déjà chez Thomas d'Aquin. Ingarden la reprend, comme en fait la tradition à laquelle il appartient, et c'est une thèse de la neutralité ontologique et de la neutralité métaphysique de l'ontologie. La question de savoir s'il existe effectivement des objets d'un certain type n'est pas une question ontologique, c'est une question métaphysique. Ça, c'est le premier point. Donc ici, je m'intéresserai uniquement à ces aspects ontologiques et je ne me préoccuperai pas de savoir s'il y a des objets de tel et tel type, et notamment de savoir s'il y a des objets qui existent des différentes manières que je mettrai en évidence ici. C'est une question qui vient dans un second temps, c'est une question factuelle à laquelle Ingarden lui-même n'a jamais répondu et à laquelle je ne prétends pas répondre. Un deuxième point qui est peut-être important, c'est que Ingarden est un philosophe qui fonctionne essentiellement de manière descriptive. Il s'agit de faire droit à la manière dont les objets nous sont donnés. En métaphysique contemporaine, on a plutôt tendance à avoir un parti pris réductionniste. Ici, je vais plutôt essayer de faire droit à la manière dont les choses nous sont données intuitivement, et donc notamment du fait que certains objets nous sont donnés avec des modes d'être différents, des manières d'exister différentes. Alors, si on s'en tient à l'ontologie comme l'analyse a priori de la teneur des idées, il faut comprendre que les idées renvoient à des objets. La question est comment analyser ces objets. Selon Ingarden, on peut le faire de 3 points de vue différents. Du point de vue des modes d'être, c'est l'ontologie existentielle, du point de vue de la forme, c'est l'ontologie formelle, et du point de vue de la caractérisation concrète, si vous voulez, de la dotation matérielle, c'est le point de vue de l'ontologie matérielle. Donc, on a 3 types d'ontologie. La première s'intéresse aux différentes manières d'exister. Elle essaie d'établir quelles sont, de manière a priori, toutes les manières d'exister possibles, qui sont non contradictoires. Puis on a une ontologie formelle qui s'intéresse à la forme des objets, par exemple le fait d'être une relation, un état de choses, un objet individuel, etc. etc. Et puis on a l'ontologie matérielle qui va s'intéresser à la qualification matérielle des choses. Donc par exemple, vous pourrez avoir un objet individuel, mais par exemple, moi, en tant qu'objet individuel, je suis qualifié différemment que cette table, cette chaise ou Jean-Baptiste. Ok. Cette distinction entre 3 types d'ontologie, comme je l'ai dit, a été introduite par Ingarden. Mais en fait, ici, Ingarden, si vous voulez, fait un ajout par rapport à une distinction qui était celle de Husserl. En fait, Husserl, dans les recherches logiques, distinguait ontologie formelle et matérielle. Il ne distinguait pas l'ontologie existentielle. Ça, c'est l'apport propre d'Ingarden.
Comment Husserl entendait ontologie formelle et ontologie matérielle, à peu près comme je viens de le dire. L'un a trait à la forme des objets et l'autre à leur dotation matérielle. Et que font l'ontologie formelle et l'ontologie matérielle? Chacune doit établir des catégories ontologiques. Donc il y a des catégories formelles ontologiques et des catégories matérielles ontologiques. Première étape. Deuxième étape, établir les lois entre les objets qui appartiennent à ces différentes catégories. Husserl faisait ça dans les recherches logiques, et particulièrement dans la troisième, où il s'est intéressé à un certain type d'ontologie formelle, la méréologie, et à une certaine catégorie ontologico-formelle, à savoir celle de tout et celle de partie. En fait, la méréologie est à peu près le seul exemple un peu développé que nous a donné Husserl d'une ontologie formelle. Et c'est probablement la raison pourquoi, dans le projet d'ontologie formelle, tel qu'il existe encore aujourd'hui en philosophie analytique, la méréologie joue un rôle privilégié. Alors, l'idée, c'est donc qu'on peut établir des lois pour certaines catégories d'objets, lois qui ressemblent à des lois logiques, mais précisément qui ne sont pas des lois logiques. Ce ne sont pas des lois qui ont trait à nos énoncés, mais aux objets. Et en fait, qui ont trait aux objets, peu importe la catégorie matérielle à laquelle ils appartiennent. C'est la thèse de Husserl. Donc, je vous disais qu'elle me semble problématique au regard des recherches les plus récentes. Cette compréhension de la méréologie comme une théorie ontologico-formelle a été reprise au sein de la métaphysique analytique contemporaine, sauf que, au passage, ils ont un peu transformé, si vous voulez, le projet de départ, où on parle moins de catégories ontologico-formelles, donc d'objets individuels, relations, états de choses, etc., mais plutôt de relations formelles, de relations ontologico-formelles et de prédicats ontologico-formels. Les exemples qu'on donne de telles relations ontologico-formelles ou de tels prédicats sont l'identité, la relation de partie à tout, mais aussi l'inhérence, l'exemplification et la dépendance ontologique. Le problème est qu'on n'a pas vraiment de critères nous permettant de savoir quand une relation est ontologico-formelle ou pas. C'est très intuitif, et c'est, je pense, une partie de la source du problème généré par la thèse du caractère ontologico-formel de la méréologie. Alors, si on accepte la méréologie comme théorie ontologico-formelle en se restreignant au cadre husserlien, c'est donc une théorie qui est censée répondre à un certain nombre de principes, et il n'y a qu'un seul ensemble de principes. Cet ensemble de principes minimal, auquel elle est censée répondre toute relation de partie à tout, a été présenté sous le nom de squelette formel de la méréologie par Peter Simons dans Parts. Et selon lui, toute relation méréologique, au minimum, est censée répondre à trois principes. On les a déjà évoqués. Donc ici, le symbole entre x et y, c'est le symbole de partie propre, c'est-à-dire x est une partie propre de y si x et y ne peuvent pas être identiques l'un à l'autre. Et donc le premier principe, c'est le principe d'asymétrie de la partie propre. Si x est une partie propre de y ne peut pas être une partie propre de x. C'est assez simple. Le deuxième est celui de transitivité, on l'a évoqué là tantôt. Et le troisième est le principe de supplémentation faible. Donc si vous avez un objet qui est une partie propre d'un deuxième, il existe une partie propre de ce deuxième objet qui est disjointe du premier, donc séparée. Donc voilà, ça c'est ce qui est censé revenir à toute caractérisation formelle de la relation de partie à tout. Ces principes, comme je l'ai dit, chacun de ces principes ont été contestés. Ceux-ci ont été contestés et des principes qui devraient s'y ajouter l'ont été encore plus. Du coup, problème. Ma thèse est que il y a plusieurs ensembles de principes qui sont censés régir la relation de partie à tout. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes relations de partie à tout. Celles-ci dépendent simplement du mode d'être des objets considérés. Donc, pour démontrer ma thèse, il faudrait que j'arrive à montrer qu'il y a plusieurs modes d'être. Alors ça, je ne le démontrerai pas, c'est l'hypothèse de départ. Et puis, sur la base de différents modes d'être, réussir à montrer que des objets qui appartiennent à des modes d'être différents répondent à des principes méréologiques différents. Et je le ferai sur deux cas. Alors, si on accepte l'idée que les principes méréologiques ne dépendent pas de la dotation matérielle des objets, mais peuvent dépendre de leur mode d'être, qu'est-ce qu'il en est pour les relations ontologico-formelles par rapport aux différents modes d'être? Il me semble qu'on peut faire une distinction entre deux types de relations ontologico-formelles. Les relations ontologico-formelles qui vaudront entre des objets qui existent de manière différente. Et donc, par exemple, la relation d'exemplification est une relation qui vaut entre des objets différents. Par exemple, l'idée d'homme en général est exemplifiée par les hommes individuels. L'idée
d'homme en général étant idéal, on précisera plus tard ce que ça veut dire, les objets individuels existant de manière réelle. Ça, c'est une relation ontologico-formelle, transcatégoriale, entre des objets existant de manière différente. Puis on peut avoir un deuxième type de relation ontologico-formelle, celle qui ne valent qu'entre des objets qui ont le même mode d'être. Et ce serait le cas de la relation de partie à tout. Alors, je pourrais défendre ça. Ingarden a un argument relativement intuitif, mais qui ne me semble pas totalement convaincant et qui ne le justifie pas vraiment. Mais selon lui, un objet ne peut avoir pour partie que des objets qui ont le même mode d'être que le tout, et inversement. Donc si on formalise un tout petit peu, ça veut dire qu'on a deux types de prédicats, les prédicats dissectifs et cumulatifs, on l'a évoqué avant. Donc un prédicat est dissectif si vous avez un tout qui répond à ce prédicat, et que vous avez une partie de ce tout, alors ces parties satisfont aussi ce prédicat. Et puis vous avez un prédicat cumulatif, c'est juste l'inverse. Donc la thèse que j'accepterai ici est que, précisément, les modes d'être sont dissectifs et cumulatifs. Donc si vous avez un tout qui a un mode d'être, ces parties ont le même mode d'être, et inversement. Ça implique forcément que vous ne pouvez pas avoir des sommes méréologiques d'objets de modes d'être différents. On ne peut pas avoir la somme méréologique du Piébo de Talleyrand et de la bataille d'Iéna. Ça n'est pas possible parce que le tout devrait avoir un mode d'être mixte. Il devrait avoir le même mode d'être que le Piébo de Talleyrand avec la bataille d'Iéna. Or, autre thèse d'Ingarden que j'accepterai ici, un objet ne peut avoir qu'un seul mode d'être. Si vous pensez le même objet comme ayant un autre mode d'être, ce n'est pas le même objet. Bon, on peut discuter de cette thèse aussi, mais ici je l'accepte telle qu'elle. Alors, donc voilà pour le cadre, je dirais, ontologique. On a trois types d'ontologie. Celle qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est l'ontologie existentielle, celle qui est censée analyser les différents modes d'être possibles. Je vais vous présenter des éléments de cette ontologie existentielle chez Ingarden pour avoir un cadre qui me permettra après de réfléchir sur les méréologies qui seraient propres à différents modes d'être. Alors, Ingarden est un philosophe extrêmement minutieux. Si vous ne l'avez jamais lu, faites-le, vous allez voir. Il aime les distinctions jusqu'à l'overdose. Il est très maniaque. Et son analyse des moments existentiels et des modes d'être, je vais expliquer ce sont les moments existentiels dans 2 secondes, est un exemple assez majeur. Comment analyser les modes d'être qui peuvent échoir aux objets? Selon Ingarden, un mode d'être, une manière d'exister, est quelque chose qu'on peut abstraire des objets. Ok, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, on peut avoir des modes d'être, mais il va plus loin, il dit de ces modes d'être, on peut faire une deuxième abstraction et on peut distinguer des caractéristiques qu'ils partagent ou qu'ils ne partagent pas. On peut faire donc une deuxième abstraction. Ce qu'on obtient quand on fait cette deuxième abstraction, c'est ce qu'Ingarden appelle des moments existentiels, des parties dépendantes, si vous voulez, pour reprendre le vocabulaire de Husserl. Donc, sa thèse est que tout mode d'être peut être analysé en termes de moments existentiels. Tout mode d'être peut être analysé comme une combinaison de moments existentiels. Alors, Ingarden établit une liste de moments existentiels qu'on peut trouver dans tous les modes d'être. Selon lui, il y en a 2 groupes, chacun composé de 8 moments existentiels. Le premier groupe est un groupe qui comprend 4 paires de types de dépendance-indépendance ontologique. Donc, 4 types de relations dans lesquelles un objet ne peut pas exister sans un autre, ou en tout cas où son être dépend d'un autre. On va préciser après de quoi il s'agit. Ça, c'est le premier groupe, et il y a donc 4 paires, donc 8 moments existentiels au total. Puis vous avez un deuxième moment, un deuxième groupe, excusez-moi, de moments relatifs à l'existence dans le temps. Alors, Ingarden ne justifie pas vraiment pourquoi ces 2 groupes. Je pense qu'on peut faire une analyse qui explique pourquoi il y recourt, mais ce n'est pas mon propos ici. On va accepter qu'il y a ces 8 et on va voir ce que ça donne. C'est juste pour essentiellement vous donner une idée de comment ça fonctionne et avoir un cadre d'analyse. Alors, donc si on a 16 moments existentiels au total, les combinaisons possibles sont de 256. Et sur ces 256, Ingarden passe un temps extrêmement long à montrer que une grande majorité ne sont pas possibles. Il y a toute une série de moments existentiels qui, mis ensemble, sont incompatibles. Donc, un mode d'être, c'est une combinaison de moments existentiels maximalement compatibles. Alors, rassurez-vous, parmi ces combinaisons, en fait, il y en a 15 qu'on peut regrouper sous 4 modes d'être principaux. Les 15 sous-modes sont des sous-modes ou des variantes, mais c'est finalement ces sous-modes ou variantes qu'ont réellement les objets. C'est ces 15 manières d'exister qu'on peut représenter classés sur 4 modes d'être différents.
Alors, il y a un jeune chercheur français qui, je pense, est en Angleterre maintenant, qui a fait un article dans un volume que j'ai publié où il a analysé les arguments d'Ingarden pour disqualifier tous les moments existentiels incompatibles. Et il a fait un sacré travail pour faire ça. Est-ce que Ingarden est un philosophe qui se veut clair et ne l'est pas toujours. Il se veut systématique et il ne l'est pas toujours. C'est un défi assez important d'avoir analysé ça. Alors, quels sont les 16 moments existentiels? Occupons-nous du premier groupe. J'ai dit qu'ils concernent des types de dépendance, indépendance ontologique. Donc il y a 4 paires, et dans ces paires, en fait, vous avez chaque fois 2 moments opposés. Donc forcément, vous ne pouvez avoir qu'un moment de ces paires à la fois. Le premier groupe est la première paire, celle de l'autonomie et de l'hétéronomie. Alors, Ingarden nous dit qu'un objet est autonome s'il possède en lui-même son fondement d'être. Bon, il possède, si vous voulez, tout son être tel de manière immanente. Un objet hétéronome est un objet qui ne possède pas en lui son fondement d'être. Alors l'exemple d'un objet autonome, ce serait Donald Trump. Un objet hétéronome, ce serait par exemple Sherlock Holmes. Sherlock Holmes n'a, si vous voulez, ses qualifications que parce que Conan Doyle lui les a données. Ce n'est pas le cas de Donald Trump. Alors, tout objet hétéronome est évidemment, j'ai envie de dire, un objet qui doit être créé. Mais il y a 2 sens de création d'une certaine manière. Il y a la manière dont Conan Doyle crée Sherlock Holmes et il y a la manière dont Donald Trump a été créé par ses parents. Ce n'est pas tout à fait la même. Pour faire cette différence, Ingarden introduit une deuxième paire de moments, l'originarité et la dérivabilité. Je ne vous mets pas les mots en polonais et en allemand, pas là pour faire un séminaire de traduction. Les objets comme Donald Trump ont le moment de dérivabilité, ils sont créés, comme les Sherlock Holmes. Mais Donald Trump, lui, est autonome, il a ses caractéristiques, si vous voulez, par lui-même, il n'a pas besoin qu'on continue à lui les donner. Par contre, Sherlock Holmes est hétéronome. Ensuite, on trouve une troisième paire qui est la séparabilité et la non-séparabilité. Alors, 2 objets sont non séparables lorsqu'ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, sans être dans un tout qui les englobe. C'est en fait les 2 types de dépendance ontologique qui avaient été distingués par Husserl au centre de sa 3e recherche logique et qui constituaient précisément le centre de sa méréologie. Et comme vous voyez, Ingarden a repris le flambeau husserlien et l'a un peu complexifié. Il introduit donc les 2 premiers paires de moments existentiels et une 4e qui est l'indépendance existentielle et la dépendance existentielle. Donc le vocabulaire n'est pas infini, donc j'ai distingué l'ensemble des dépendances, indépendances ontologiques, et l'une de ces dépendances, indépendances ontologiques est l'indépendance, dépendance existentielle. Bon, il y a vraiment, c'est assez difficile à traduire cet ensemble. Alors, quelle est la différence entre la séparabilité ou non-séparabilité et l'indépendance, la dépendance existentielle? Eh bien, pour que vous soyez dépendant ou dépendant existentiellement, vous devez être séparable, vous devez pouvoir exister en dehors d'un tout. Mais il se peut que vous existiez en dehors d'un tout et que pourtant vous ne puissiez pas exister sans autre chose. Simplement, vous n'en êtes pas une partie. Par exemple, le trope de couleur jaune paille de la chevelure de Donald Trump ne peut pas exister sans l'extension de la chevelure de Donald Trump et ne peut pas exister sans cette extension au sein de ce tout qu'est la chevelure de Donald Trump. Par contre, Sherlock Holmes, d'un point de vue descriptif, n'est pas une partie de la conscience de Conan Doyle. Il se présente comme un tout face à moi. Et il ne peut pas exister sans quelqu'un qui le vise intentionnellement, sans que Conan Doyle le vise intentionnellement ou un de ses lecteurs. Et donc, Sherlock Holmes est séparable, mais dépendant existentiellement. Alors, on a déjà un bel outil d'analyse, on peut faire pas mal de choses avec ça, mais ce n'est pas suffisant pour distinguer la plupart des modes d'être auxquels on serait habitué. On ne peut pas distinguer Dieu de la rougeur idéale, la bataille navale qui aura lieu demain de la bataille des 5 armées, ou un cheval individuel de l'idée de cheval. Il faut introduire des moments existentiels supplémentaires, et c'est là qu'intervienne le 2e groupe, celui des moments existentiels relatifs au temps. Je parle depuis combien de minutes? Oh, tu as encore jusqu'à 20-25. Oui, c'est pas passer trop de temps sur cette analyse pour après passer à l'argument principal, mais alors ces 2e groupes de moments sont beaucoup plus flous que le premier. Quand Ingarden essaie de les caractériser, il est un peu plus métaphorique, mais il y a des choses intéressantes, me semble-t-il. Et donc il y a parmi ces 8 moments existentiels relatifs au temps un premier groupe qui est celui de l'actualité, de la post-actualité, de la possibilité empirique et de la non-actualité. Alors par exemple, les objets qui sont présents ont le moment d'actualité, ils ont une plénitude d'être au moment présent. Par contre, les objets qui sont passés ont été actuels et donc ont le moment de post-actualité.
Les objets futurs ne sont pas encore actuels, ils ont la possibilité empirique. Et puis il y a les objets qui n'existent pas dans le temps, et ceux-là ont la non-actualité. Alors, les deux autres groupes restants ont trait à la différence entre ce que je pourrais appeler Dieu et les objets présents. Garden introduit une série de distinctions, peut-être pas les plus essentielles, mais aussi les plus métaphoriques. Il y a l'idée que moi, comme Dieu, nous sommes actuels, nous vivons dans le présent. Par contre, je suis fragile, n'importe quoi peut me faire sortir de l'existence. Il suffit qu'il y ait une peau de banane mal placée derrière moi, je vais me rompre le cou et je sortirai de l'existence. Mon existence est fragile. Par contre, Dieu est, si vous voulez, il est immunisé aux peaux de banane, et donc, lui, il a une permanence. Il n'est pas fragile. Il ne peut pas sortir de l'existence. Ça, c'est le premier groupe, le deuxième groupe. Et le troisième, c'est la fissuration et la non-fissuration. Alors ça, c'est assez particulier. C'est l'idée que les objets présents, quand ils existent au présent, sont en quelque sorte attrapés dans ce présent. Ils ne peuvent pas en sortir. Alors, par contre, Dieu, pour lui, il n'est pas pris dans le présent. Il vit tous les présents d'une certaine manière avec la même actualité. Et donc, il est non fissuré. Je vous accorde que c'est assez métaphorique, mais ça regroupe des distinctions, me semble-t-il, que peut-être on peut trouver en philosophie médiévale. Je n'ai pas encore exploré la question, mais ce serait intéressant de le faire. Alors, une fois que vous avez ces 16 moments existentiels, vous avez vos 256 combinaisons, et j'espère que vous n'allez pas me les réclamer, je vous épargne les arguments pour montrer tous les moments qui sont incompatibles entre eux. Allons tout de suite à l'essentiel, les modes d'être auxquels est censée aboutir l'analyse ingardenienne. Ingarden aboutit à 4 modes d'être principaux: l'être absolu supratemporel, disons Dieu, l'être extratemporel, notamment l'idée d'homme ou la rougeur idéale, l'être temporellement déterminé, et là on va voir qu'il y a plusieurs distinctions, et l'être purement intentionnel, celui qui est créé par la conscience, qui est visé par la conscience, par exemple Sherlock Holmes. Alors, ces 4 modes d'être ont des variantes suivant les moments existentiels qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Heureusement pour Dieu, il n'y a pas de variante, il n'a qu'un seul sous-mode qui vous est présenté ici. Si vous voulez, je vous en ferai un mail avec... J'aurais peut-être dû faire un exemplier avec juste les modes d'être et leur analyse. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer ça. Je ne vais pas discuter en détail parce que ça prendrait trop de temps. Mais voici les différents moments existentiels qui, selon Ingarden, sont censés revenir au mode d'être absolu. Et comme vous voyez, c'est l'objet qui est le moins dépendant ontologiquement, qui est actuel au sens le plus plein du terme, comme on s'y attendrait. Le deuxième mode d'être se distingue en 3 variétés, 3 sous-modes qui sont présentés ici. Et là, vous voyez que la différence est précisément que, on va dire, l'objet qui existe de manière absolue est actuel. Par contre, les objets qui existent de manière idéale, comme la rougeur ou l'idée d'homme, existent de manière non actuelle. Ils ne sont précisément pas dans le temps. Et puis il y a 3 variantes, suivant par exemple que vous aurez un état de choses idéal ou un individu idéal et des choses comme ça. C'est pas très important ici. Je ne vais pas discuter beaucoup des objets idéaux ici. La troisième mode d'être est celui des objets réels, et c'est là où on a le plus de variétés. Il y en a 9. Il y a 3 variétés suivant que vous êtes au présent, au passé ou au futur, et chacun de ces 3 temps a lui-même 3 variétés qui sont en fait à peu près les mêmes, suivant que vous avez la séparabilité indépendance, séparabilité dépendance ou non-séparabilité. Et ceci, les 2 lignes ici, caractérisent en fait le présent. Si vous regardez bien, après, c'est fondamentalement ces 2 lignes qui distinguent les 3 colonnes. Ça va? Donc voilà pour les 9 variantes des modes d'être réels, des manières d'exister dans le temps, finalement, d'être temporellement déterminés. Alors, parce que ce sera important après, on voit qu'à chaque fois, donc, les colonnes sont organisées de la même manière, et en fait, ça correspond fondamentalement à 3 catégories d'objets qui existent dans le temps. Ce que Ingarden appelle les objets endurants, si vous voulez, vous et moi, c'est la première colonne. La deuxième, c'est ce qu'il appelle les processus, c'est ce qui a lieu, la bataille navale. Et finalement, il y a ce qu'il appelle les événements, c'est-à-dire les frontières en fait, des processus, par exemple le début ou la fin de la vie d'un être humain. Je signale ça ici parce que je vais y revenir après. Voilà. Donc on a 15, il me manque la dernière catégorie, qui est celle des objets purement intentionnels. Et là, il n'y a que 2 variétés, il n'y en a pas 3. Il y a les objets qui se présentent, qui sont créés par la conscience et qui se présentent comme un tout, et puis finalement, il y a ce que vous pourrez appeler les vécus de conscience qui font partie de ma conscience. Donc les 2 colonnes. Les objets purement intentionnels
sont, comme vous le voyez si vous m'avez suivi jusqu'ici, les objets qui, eux, sont maximalement dépendants. Pour qu'ils existent, il faut se donner d'une certaine manière. Ils demandent un peu de travail, ils en demandent beaucoup même. Ils peuvent sortir de l'existence toutes les 3 secondes, si vous voulez. C'est le mode d'être que généralement la plupart des gens ont le plus de mal à accepter et dont Ingarden a montré l'intérêt dans l'analyse de la fiction, l'anthologie de la fiction, et qui a été repris récemment par Amy Thomason, qui en fait s'est appuyé sur l'analyse des modes d'être d'Ingarden et l'a pillé sans vergogne en faisant une analyse, me semble-t-il, des types de dépendance qui est moins subtile que celle d'Ingarden. Je pense qu'il y a des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre parce qu'elle a oblitéré certains aspects. Elle en a repris d'autres, mais il y a certains qui ne sont pas dedans. Mais au moins, ce type d'analyse a une postérité dans la philosophie contemporaine qui est méritée, je pense. Il faut reconnaître ça. Alors, les objets purement intentionnels, c'est par exemple Sherlock Holmes, c'est l'exemple classique. Donc, c'est un objet qui est créé, donc il est dérivable, il n'existe pas dans le temps, en tout cas pas à la manière dont existe par exemple moi ou une bataille navale. Il est hétéronome, toutes ces caractéristiques lui ont été données par Conan Doyle ou par les lecteurs des romans de Conan Doyle, et il est non séparable puisqu'il se présente à moi comme un tout. Il est séparable, pardon, parce qu'il se présente en face de moi comme un tout, mais malgré qu'il se présente en face de moi comme un tout, il ne peut pas exister sans quelqu'un qui le vise. Alors, c'est le mode d'être le moins acceptable, mais c'est celui qui nous permet déjà de montrer qu'en fait, suivant le mode d'être considéré, il va y avoir des différences de principes ontologico-formels. Je vais aborder ceux qui sont méréologiques dans 2 instants, mais ici je veux juste parler de 2 principes ontologico-formels qui ne sont pas méréologiques. Si vous prenez Sherlock Holmes, à ma connaissance, Conan Doyle n'a pas précisé la couleur de ses yeux. Du coup, Ingarden dit, c'est un des aspects intéressants de son analyse, que Sherlock Holmes possède des lieux d'indétermination. On ne sait pas s'il a les yeux bleus ou les yeux non bleus. On ne le sait pas, et en fait même dans son être, il est indéterminé vis-à-vis de cette propriété et de la propriété complémentaire. Il ne répond pas au principe ontologique du tiers exclu, dont je vous ai mis la formulation ici. Donc, un objet O répond au principe ontologique du tiers exclu s'il possède une propriété ou possède la propriété non P complémentaire. Donc c'est bien pas une question de « je ne le sais pas ». Même en fouillant autant que je veux, je ne trouverai pas l'information, et donc, du point de vue ontologique, il ne répond pas à cette caractéristique. Par contre, les objets réels que nous sommes, eux, répondent au principe du tiers exclu. Ce sont des principes typiquement ontologico-formels qu'on trouvait chez Husserl. Donc, les objets réels et les objets purement intentionnels se distinguent déjà du point de vue de ce principe, et si on prend les objets idéaux, certains objets idéaux, comme par exemple l'idée de cheval, ou l'idée de triangle en général, elle est censée avoir parmi ses caractéristiques le fait d'avoir 3 angles, mais elle n'a pas le fait d'être rouge ou non rouge. Donc elle ne répond pas non plus au principe ontologique du tiers exclu. Par contre, il y a une différence entre purement intentionnel et idéal en sens. Les objets purement intentionnels peuvent éventuellement être contradictoires, le cercle carré. Par contre, les objets idéaux comme l'idée de cheval en général ou l'idée de triangle, elles ne sont pas contradictoires, en tout cas satisfont le principe ontologique de non-contradiction. Donc en fait déjà sur ce cas, on a une sorte de preuve que suivant le mode d'être que vous considérez, des principes ontologiques formels différents s'appliqueront. Et ça, peu importe la dotation matérielle. Il se peut que je considère Hamlet, une bataille navale fictive ou Sherlock Holmes, ils sont tous censés avoir des prédicats qui ne répondent pas au principe ontologique du tiers exclu. Alors, voilà pour le cadre de l'analyse des modes d'être. Essayons de voir, à partir de ce cadre, ce qu'on peut en dire pour les principes méréologiques. Et je vais analyser 2 cas ici. D'une part, un cas dans lequel je considère les objets réels, et un cas où je considère la différence entre objets réels et objets purement intentionnels. On peut montrer que des principes méréologiques diffèrent suivant le mode d'être considéré en se restreignant déjà uniquement aux objets réels. En fait, je vais oblitérer ici la distinction entre mode d'être et variante, ou sous-mode d'être, et considérer que ces sous-modes d'être sont différentes manières d'exister. Alors, on peut distinguer, on distingue traditionnellement, on l'a entendu précédemment, 2 types d'objets existant dans le temps, les continuants et les devenants. Ça correspond à peu près, enfin même assez exactement, les continuants correspondent en fait à ce que j'appelais les objets endurants chez Ingarden, et les devenants correspondent au processus et aux événements. Alors, ces 2 types d'objets réels n'existent pas de la même manière dans le temps. On a envie de dire les continuants existent à un instant, par contre les devenants sont étendus dans le temps.
En fait, la différence entre continuant et devenant, on l'a entendu ici même plusieurs fois, est généralement caractérisée en termes de différence méréologique. Les continuants n'ont pas de partie temporelle, les devenants ont des parties temporelles. En fait, on comprend que cette différence de mode d'être est d'emblée une différence, semble-t-il, de méréologie. Mais peut-être pouvons-nous préciser cette différence de méréologie. Peut-être un autre argument a été donné par Kit Fine. Il dit il y a une différence entre les continuants et les devenants. Et petite parenthèse ici, ma question est descriptive, et donc d'un point de vue descriptif, on acceptera autant les devenants que les continuants. Donc les devenants, c'est les occurrents, excusez-moi, je ne vais pas préciser ça. Donc on acceptera autant l'un des deux, et je n'essaierai pas de réduire l'un à l'autre. Donc si on accepte ces deux catégories, on a deux objets qui existent dans le temps de manière différente. Est-ce que ces deux types d'objets sont censés répondre à des principes méréologiques différents? Alors, l'un est censé avoir des parties temporelles et pas l'autre. Kit Fine donne un autre argument, il nous dit ces deux types d'objets réels ne répondent pas, si vous voulez, aux mêmes conditions d'existence en ce qui concerne leur somme méréologique. Donc, si vous avez une somme méréologique de continuants, suivant ce que j'ai dit précédemment, ce sera aussi un continuant. Il existera de la même manière. Si vous avez une somme méréologique de devenants, donc d'occurrence, ce sera un occurrence aussi. Eh bien, Fine dit ces sommes méréologiques n'ont pas les mêmes conditions d'existence. Et on voit du coup bien qu'elles n'ont pas le même mode d'être et que leurs méréologies, du coup, n'ont pas le même mode d'être puisqu'elles n'ont pas un même principe de composition méréologique, j'ai envie de dire. Donc prenons une somme méréologique de deux continuants, de demi-litres de lait. Si vous faites la somme méréologique, ça fait 1 litre de lait. Prenons maintenant une somme méréologique de deux devenants. Alors, Fine avait un exemple un peu bizarre, je préférais celui-ci. Prenons 2 mi-temps d'un match de football, je ne suis pas un spécialiste de football, mais prenons 2 mi-temps d'un match de football, leur somme méréologique fait un match. Alors, quelle est la différence de conditions d'existence entre ces deux types de sommes? Selon Fine, la première somme a des conditions d'existence conjonctives. La deuxième a une condition d'existence disjonctive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme des continuants existe à tous les instants, à l'intersection de tous les instants auxquels existent les parties dont il est composé. Donc si je supprime... D'accord, je vais essayer d'aller vite. Si je supprime un demi-litre de lait, le litre n'existe plus. D'accord? Par contre, si vous prenez la somme de deux devenants, il existe à la disjonction des instants auxquels existent ces parties. Donc, par exemple, s'il y a une mi-temps qui n'existe pas, le match existe toujours. Donc, conditions d'existence différentes, principes de méréologie différents. Donc, on a une forte intuition pour nous dire qu'ok, ces deux objets réels existent de manière différente dans le temps et répondent à des méréologies différentes. Alors, j'avais un autre exemple issu de Peter Simons. Comment caractérise-t-on cette différence généralement? On dit que les prédicats qui s'appliquent aux continuants doivent être indexés temporellement. Je ne possède pas la couleur bleue, je la possède à un certain instant. Par contre, les devenants n'ont pas besoin d'être prédiqués de manière temporellement indexée. Du coup, la méréologie des continuants est temporellement indexée. On ne peut pas dire qu'un continuant X est une partie d'un continuant Y sans préciser le temps, il faut le dire à quel instant il a. Par contre, la méréologie des devenants n'a pas besoin d'être indexée temporellement. Les continuants peuvent perdre des parties, les devenants sont censés être méréologiquement constants. Donc on voit très vite qu'il y a deux méréologies différentes, en tout cas si on accepte évidemment qu'il y ait des objets qui appartiennent à ces deux catégories ayant des modes d'objets ayant des modes différents. Alors je vais essayer d'aller rapidement sur mon deuxième argument, qui concerne, comme je disais, non plus des objets réels, mais les objets purement intentionnels dans leur différence avec les objets réels. Cet exemple s'appuie sur la notion de frontière. Il me semble qu'on peut montrer qu'il y a deux types de frontières. C'est ce qu'on montrait et qui a été évoqué ici, Varzi et Smith à une époque. Il y a les frontières en bonne et due forme, les frontières bona fide, et les frontières fiat, les frontières artificielles. Pour vous donner un exemple, prenez le lac Léman. Le lac Léman a des éléments, des variations géographiques autour de lui qui constituent ce qu'on a envie de dire est sa frontière naturelle. Par contre, si je le divise par la pensée en deux parties égales, cette frontière n'a pas l'air naturelle, elle est créée par ma pensée, elle ne correspond à aucune hétérogénéité ou discontinuité réelle. Donc, a priori, je peux créer une frontière par la pensée et d'autres ont l'air d'être ancrées dans les choses. Alors, on peut voir d'emblée aussi que ça correspond à deux modes différents. De nouveau, en termes de conditions d'existence, on a envie de dire que la Belgique, en tant qu'entité politique, pourrait cesser d'exister parce que la France l'aura rattachée à elle-même. Je n'émets aucun vœu. Mais pourtant, le territoire de la Belgique, lui, continuera d'exister. À l'inverse, il pourrait que le territoire de la Belgique disparaisse, pas totalement, mais à cause d'une explosion volcanique ou plus probablement enfoui sous les eaux. Et pourtant, les frontières artificielles, les frontières politiques plutôt, de la Belgique continueront d'exister
intentionnellement dans les livres de géographie. Donc ils n'ont pas les mêmes conditions d'existence. Donc il faut distinguer deux types de frontières, semble-t-il. Celles créées par l'esprit, donc les frontières purement intentionnelles, et d'autre part, celles qui sont non intentionnelles. Et là, on pourrait distinguer les frontières réelles, c'est celles dont j'ai parlé, les frontières géographiques, mais aussi on pourrait imaginer des frontières idéales, mais c'est un cas qui me semble assez peu discuté, je peux en parler peut-être après en question. Mais donc, frontières fiat, frontières bona fide, deux modes d'être différents, purement intentionnels et non purement intentionnels dans le deuxième cas. Alors, en quoi ces deux types de frontières sont censés répondre à des principes méréologiques différents? Pour le comprendre, il faut considérer le cas du contact. Comment rendre compte du contact et de la notion de frontière? Généralement, vous introduisez, par rapport à votre méréologie, une notion supplémentaire qu'on appelle la connexité. On en a parlé précédemment. Donc, pour rendre compte d'un tout dit d'un seul tenant, vous ne pouvez pas vous en tenir à des principes uniquement méréologiques. Vous devez introduire des principes dits topologiques et créer ce qu'on appelle une méréotopologie. La meilleure manière de faire ça est d'introduire une notion de connexité. Un objet connexe, si vous voulez, si je peux aller de n'importe quel point à un autre avec mon bic, sans jamais lever la main, sans passer par une discontinuité. Une fois que vous avez cette notion de connexité, vous pouvez assez facilement définir la notion de frontière. Par exemple, on dira que la frontière d'un objet, que X est la frontière d'un objet Y, si et seulement si toute partie de X est connectée à Y et au complément de Y. Ça, c'est une définition qui me semble fonctionner, que je n'ai pas lu, que j'ai essayé de discuter avec M. Vardy, on avait l'air d'accord pour dire que ça fonctionnait. Donc, si vous introduisez des principes topologiques, vous pouvez traiter la notion de frontière, et on considère que la notion topologique peut être traitée dans une ontologie formelle. Alors, si les deux types de frontières différentes qu'on a distinguées ici répondent à des principes méréotopologiques différents, ils répondent à des principes méréologiques différents, et ma thèse sera confirmée. Pourquoi le problème du contact permettrait de montrer qu'il y a deux types de méréotopologie pour les deux types de frontières distinguées? Alors, le contact, c'est par exemple, on a envie de dire, c'est mes mains qui sont en contact. Et en fait, on peut montrer que ça, c'est pas un contact. Pourquoi? Parce qu'être en contact, c'est quand deux objets sont l'un contre l'autre et qu'il n'y a rien entre les deux. C'est par abus de langage qu'on dit que deux mains sont en contact. Le contact au sens topologique classique, celui mathématique, celui de la théorie des ensembles, j'ai presque fini, est un contact entre deux types d'objets. Un objet dit fermé, un objet ouvert. Un objet fermé, c'est un objet qui contient, à titre de partie, sa frontière. Un objet ouvert est celui qui ne la contient pas. Par exemple, je suis un fermé. Et du coup, je suis en contact avec l'air environnant qui est ouvert. OK. On comprend ce type de contact. Mais pourtant, cette doctrine du contact, cette manière de comprendre, a semblé monstrueuse à beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut l'appliquer aux objets, aux frontières purement intentionnelles, aux frontières fiat? Prenez mon corps. Là, j'ai l'impression que je peux expliquer ma frontière extérieure, mais est-ce que je peux expliquer la frontière artificielle qui semble distinguer mon cou du reste de mon corps? Qu'est-ce qui se passe quand on va trancher ma tête? Il va y avoir une nouvelle frontière? Bon, en l'occurrence, non. On peut expliquer que la frontière déjà existante va se connecter lentement. Mais sans faire ça, est-ce que cette frontière qui sépare le haut de mon corps du bas de mon corps, est-ce qu'elle contient, laquelle des deux parties contient la frontière? Bolzano disait, en fait, une des deux, au hasard. Brentano considérait cette doctrine comme monstrueuse. On peut le réexpliquer sur le cas du cercle ici. On a un cercle de deux couleurs et dit, il y a une ligne qui passe entre les deux. Cette ligne, de quelle couleur est-elle? On a envie de dire, est-ce qu'il y a un dernier point qui est rouge et puis un premier point qui est noir? Mais non, ce cercle est dense, et donc il y a toujours un point entre les deux. Et donc entre un point rouge et un point noir, il y a toujours un point rouge, inversement. Et on avait dire, qu'est-ce qui se passe quand on les sépare? Il y en a un qui a chopé la frontière et pas l'autre. Ça semble absurde. L'idée est plutôt, dit Brentano, c'est que dans ce type de cas, la frontière, ce n'est pas la frontière entre un fermé et un ouvert. C'est deux objets qui coïncident au niveau de leur frontière. La frontière du demi-cercle de gauche et celle du demi-cercle de droite coïncident au niveau de cette ligne. En fait, on doit accepter deux types de frontières et donc deux types d'explication du contact. L'explication du contact pour les frontières non artificielles, celle qui s'explique en termes d'ouvert et de fermé, qui en fait répond à une topologie classique, et d'autre part, celle des frontières artificielles qui s'explique en termes de coïncidence. La frontière du cercle droit, la frontière droite du cercle de droite et la frontière droite du cercle de gauche coïncident au niveau de leur rencontre. C'est l'explication de Brentano qui est relativement bien connue. Du coup, dans un cas, dans le cas des frontières fiat, vous avez des principes méréotopologiques dans lesquels vous devez accepter la coïncidence des frontières, et d'autre part, dans les frontières non fiat, vous n'acceptez pas cette coïncidence des frontières, parce qu'on n'a pas vu des continuants, des objets réels qui coïncident. Même si ce type de solution existe, je ne suis pas convaincu qu'on devrait accepter la coïncidence sur les continuants. Mais, à l'évidence, on peut l'accepter pour
les objets fiat. Donc de nouveau, deux objets qui existent avec des modes d'être différents et qui répondent à des méréotopologies différentes et du coup des méréologies différentes. Pour terminer ma démonstration, j'aurais dû considérer encore le cas, au moins dans le cadre ingardenien, des objets qui existent de manière absolue. Mais en fait, les objets qui existent absolus, on a envie de dire, il n'y en a qu'un seul, il y a Dieu. Et Dieu, a priori, n'a pas de partie propre, et donc, parce qu'il existerait de la même manière, du coup, il n'a pas de méréologie. Le dernier cas est celui des objets idéaux, et en particulier celui de ce qu'Ingarden appelle les idées, donc par exemple l'idée du cheval en général ou du triangle en général. Et sur cet aspect, assez peu de travaux ont été consacrés. Jusqu'à récemment, il y avait des travaux de Zalta, et qui ont été repris l'année passée par Thibaut Giraud, qui a défendu une thèse qui portait notamment, une très belle thèse, sur la méréologie des objets abstraits. Et donc plusieurs éléments, d'ailleurs, pourraient s'appliquer, je pense, à la conception des idées d'Ingarden. Mais autant que j'ai pu m'en rendre compte, je n'ai pas encore pu établir si cette méréologie des objets abstraits répondait à des principes méréologiques qui étaient différents de ceux auxquels répondent les objets réels ou les objets purement intentionnels. C'est quelque chose qu'il faudra explorer. Ce sera pour une autre fois. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien pour cette